Sané. Bonjour, monsieur Farah. Merci. C'est le site d'information la Teranga.info qui vous a reçu ce matin dans l'émission Au cœur de la cité. Voilà, donc on voulait juste savoir aussi par rapport à la politique et à la situation aussi nationale. Donc nous souhaiterons aussi parler d'abord puisque le président de la République en 2012 avait promis au moins une fois au pouvoir de créer 5000 emplois pour la jeunesse. Mais jusqu'à présent, nous avons constaté que cette promesse électorale n'a pas été tenue. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela, à cette politique? Merci beaucoup, M. Farah, de m'avoir invité justement à cette présente édition de ce site d'information, la Teranga Info, qui, je le rappelle, est en train d'abattre un travail colossal, justement par rapport au droit d'informer des populations sénégalaises. Pour une petite présentation, je me nomme Ansoumana Sané. Je suis chef de cabinet du secrétaire d'État Moustapha Lo Diatta, lui-même par ailleurs maire de la commune de Djignaki. Je suis le coordonnateur de la jeunesse républicaine du département de Bignona et membre du secrétariat exécutif national des jeunes de la paix au niveau national. Pour la question de l'emploi, il faut noter que le président de la République est arrivé au pouvoir en 2012 dans un contexte international assez difficile. Mais cela n'a pas été un obstacle majeur pour que les décisions idoines soient prises pour justement respecter la promesse électorale qui était justement de créer 500 000 emplois. Il faut noter qu'au-delà de la fusion des agences qu'on a connues en son temps, qui est le FNPJ, l'ANPES, l'OFESBAN et autres, pour créer une seule agence qui est l'ANPES, pour gérer les questions d'emploi. Il y a eu une batterie justement de mesures, mais surtout d'instruments pour inciter et favoriser l'auto-emploi. Il s'y ajoute qu'on a vu, tout le monde l'a noté, le recrutement dans la fonction publique. Chaque année pratiquement, l'État du Sénégal recrute près de 3000 en tout cas fonctionnaires. Cela, si on fait le décompte depuis 2012, naturellement on va arriver à justement un nombre assez conséquent. Mais il faut aussi noter que la question de l'emploi, c'est une question transversale. Au-delà de ce que fait le ministère de la fonction publique, au-delà de ce que fait le ministère de la jeunesse à travers l'auto-emploi, surtout dans les domaines agricoles communautaires, surtout dans les financements qu'octroie l'ANPES, surtout, n'est-ce pas, les garanties et de prêts bancaires que font non seulement le FONGIP, il faut le noter, la BNDE et le FOND 6. Donc, il y a des secteurs aussi qui font des recrutements pratiquement chaque jour. Nous notons le port autonome de Dakar, il y a au niveau des aéroports, il y a aussi au niveau des entreprises sénégalaises. Donc, tout ceci fait que si on a les statistiques certainement du ministère du Travail et autres, on se rend compte que le président de la République tient bien sa promesse électorale de créer 500 000 emplois d'ici à 2017 ou 2019. Mais il faut y ajouter qu'on peut même aller au-delà, parce que aussi les domaines agricoles communautaires qui étaient premièrement prévus dans la région de Sédhiou sont étendus à plusieurs régions. Il y a le domaine agricole communautaire de Keur Sambakan, ici dans la région de Thiès. Nous avons le domaine agricole communautaire de Kédougou. Nous avons aussi le domaine agricole communautaire justement dans la vallée. Et nous avons aussi pratiquement dans dans un futur proche le domaine agricole communautaire qui va être érigé certainement dans le domaine de Sangarkam, nécessairement relatif aux instructions du président de la République lors de sa tournée du Conseil des ministres décentralisé dans la région de Dakar. Donc quand même, au-delà des emplois formels qu'on peut décompter, n'est-ce pas, au jour le jour, et sur la base des statistiques que dispose en tout cas le gouvernement, nous avons aussi des emplois non formels, informels, n'est-ce pas, qui existent, parce que vous n'êtes pas sans savoir que
le pôle urbain de Diamniadio, où il y a des entreprises sénégalaises aussi en concession avec des entreprises étrangères qui y travaillent. C'est des jeunes Sénégalais qui y travaillent. C'est des emplois temporaires, mais c'est des emplois. Nous avons aussi des infrastructures routières, entre autres, dans l'ensemble du pays, où c'est des jeunes Sénégalais qui y travaillent. Donc, la question de l'emploi est en train d'être réglée progressivement par l'État du Sénégal. Mais il faut noter que l'État du Sénégal, aujourd'hui, encourage l'auto-emploi. Parce que, comme on le sait tous, nous ne pouvons pas tous être dans les bureaux. Ça, il faut quand même s'en accorder. Si nous ne pouvons pas tous être dans les bureaux, mais naturellement, il faut que les gens fassent preuve d'ingéniosité, preuve de capacité d'entrepreneuriat pour pouvoir justement explorer des domaines et justement être accompagnés par le gouvernement et favoriser justement la croissance dans notre pays. Ok, parlant de l'auto-emploi, le ministre de la Jeunesse avait promis l'année dernière, avait tenu des promesses l'année dernière pour financer les jeunes. Cette année encore, il a aussi promis encore 3 milliards, 3 milliards à l'ANPEJ du moins, pour le financement aussi des projets. Est-ce que des promesses non tenues l'année dernière, cette année encore, il y a d'autres promesses encore qui s'ajoutent à celles promises l'année dernière? Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que ce n'est pas un échec de la part du gouvernement ou bien de la part du ministre même qui ne cesse de donner des promesses aussi? Cela ne peut pas être analysé sous cet angle. Vous savez, quand le ministre de la République, quand le gouvernement, parce que ça engage aussi le gouvernement, quand le gouvernement fait une promesse, il s'attache à le respecter. Et je pense que le ministre de la Jeunesse l'année passée a fait des promesses, je crois fermes, de financer des jeunes dans les différentes localités. Et si vous le constatez pendant cette tournée-là qu'il est en train d'effectuer, en tout cas dans les régions relatives aux vacances citoyennes, à chaque étape, vous voyez, n'est-ce pas, à travers la radio, la télé, nous écoutons à travers les radios que le ministre de la Jeunesse finance, n'est-ce pas, des projets de jeunes dans chaque localité où il passe. Donc c'est une façon, lui, de respecter les promesses qu'il avait faites l'année passée. Mais maintenant, cette année, il est en train de faire, comme nous constatons aussi de nouvelles promesses. Et nous souhaitons juste, nous prions, que ces promesses-là soient tenues peut-être l'année prochaine ou bien dans de meilleurs délais. Donc, c'est ce que nous notons, c'est que quand même, les engagements que le ministre de la Jeunesse avait pris l'année passée, il est en train de les respecter. Parce qu'il est en train, effectivement, de financer les jeunes sur le terrain. Quoique parfois, les autres peuvent dire oui, il ne nous a pas encore financé, vous savez, mais c'est une question dynamique, on ne peut pas financer tout le monde en même temps. Donc il faut un financement parfois partiel ou bien total, donc en fonction de l'enveloppe disponible. Nous sommes un pays pauvre, nous ne pouvons pas décaisser, je pense, 3 milliards immédiatement, alors qu'il y a d'autres secteurs aussi, n'est-ce pas, qui attendent de voir leurs problèmes résolus. Donc c'est cela peut-être qui explique un peu les lenteurs parfois dans le processus ou bien les procédures de décaissement. Mais il reste que l'engagement de financer les jeunes est un engagement solennel et gouvernemental. Donc les gens prendront les dispositions nécessaires pour respecter ces engagements. Ok, parlant de la tournée du ministre de la Jeunesse sur les activités des vacances citoyennes, nous avons constaté beaucoup de bruit et beaucoup de perturbations lors de ces visites. Il y a même la COJER au niveau national, certains jeunes qui reprochent le ministre de ne pas les impliquer dans la coordination et la gestion aussi, et l'organisation aussi de ces activités. Donc est-ce que ces tournées même, est-ce donc une tournée politique ou bien une tournée, je dirais, économique? Bon, d'abord, il faut regretter peut-être les incidents qu'on a constatés dans la tournée du ministre. Donc, il y a différents arguments. Si d'autres jeunes Sénégalais estiment qu'ils veulent montrer leur mécontentement face peut-être aux promesses que le ministre avait faites l'année passée et qui ne sont pas encore tenues, d'autres aussi pensent que le ministre de la Jeunesse devait les impliquer parce qu'ils sont des jeunes du Sénégal, quoi qu'ils appartiennent à un parti politique. Donc tout ça peut-être fait en sorte que, et moi je pense naturellement que
c'est l'absence peut-être de dialogue qui a amené un peu les gens à ce niveau. Mais ce qu'il faut, c'est juste rappeler que nous sommes dans une république, et dans une république, il faut privilégier le consensus, comme le président aussi de la République le fait tout le temps. Et ce consensus-là nous permet un peu d'aborder les questions de l'heure en toute sérénité et dans la paix. Les jeunesses apéristes sont des jeunes du Sénégal, les jeunesses des autres partis sont des jeunes du Sénégal. Naturellement, c'est à juste titre que les gens peuvent estimer qu'ils doivent, n'est-ce pas, participer à ces vacances citoyennes qui sont des vacances réservées, des activités réservées à la jeunesse sénégalaise pour que celle-ci aussi puisse s'exprimer librement à travers des activités d'intérêt public ou bien des activités d'utilité publique. Donc il faut appeler certainement les deux camps à beaucoup plus de sérénité et à privilégier le dialogue en tout temps. Monsieur Sabi, vous êtes aussi responsable de la COJER de Bignona. Et comment ça se passe là-bas avec votre convention? Déjà, en notant que le mois de janvier dernier, lors de l'installation des bureaux de la COJER de Bignona, il y avait eu beaucoup de bruit avec les Victor Diatta, qui est aussi le maire de Kafountine. Et comment ça s'est passé avec cette installation? Bon, il faut féliciter les jeunes du département de Bignona qui, depuis 2008, la création, 2009, la création du parti, ont toujours été au devant de la scène pour massifier, pour animer le parti. Mais il faut noter que depuis cette période, il n'y a jamais eu de COJER. On a peut-être désigné des responsables de jeunes, mais il n'y a jamais eu de COJER comme structure du parti constituée de membres qui animent des commissions et autres. Donc on a fait le tour du Sénégal avec la nouvelle coordinatrice nationale, Mme Thérèse Faye-Diouf, justement pour inciter les jeunes à installer des COJER dans leur département respectif. Elle-même, justement, postulant pour la coordination nationale, chose à laquelle le président de la République a accédé pour, n'est-ce pas, la nommer à ce poste. Et donc au niveau départemental, nous avons pris nos responsabilités en disant mais s'il faut massifier le parti, il nous faut d'abord justement animer les structures. Et pour animer les structures, il faut les formaliser. C'est sur cette lancée, n'est-ce pas, qu'on a convié l'ensemble des jeunes du 19 communes du département de Bignona pour que celles-ci puissent se prononcer sur la situation et au besoin installer la COJER. Mais il faut rappeler avant même que moi je quitte Dakar, j'ai tenu à appeler Victor Diatta pour justement l'informer de la situation. Et ce dernier m'a fait part de son indisponibilité, mais qu'il tenait aussi à encourager et à adhérer à ce processus. Encore que lui-même avait estimé qu'il voulait diriger la commission chargée de l'octroi de la décentralisation, puisqu'il s'y intéressait de près en tant que aussi maire, ce que je comprenais parfaitement. Mais lors de l'installation, des jeunes justement proches de lui avaient estimé qu'il fallait reporter la manifestation avec le seul argument, au motif que le maire Victor Diatta était indisponible et qu'il fallait l'attendre. Naturellement, la République ne s'est pas fait attendre, les autres ont jugé nécessaire d'installer parce que aussi tout le monde ne peut pas être présent en même moment. Si demain nous convoquons et que les autres en fait, soient absents, naturellement, pour les mêmes motifs, on doit pouvoir reporter. Donc moi-même, ayant pris la parole, j'ai dit, fait savoir aux jeunes que j'ai parlé avec le maire Victor Diatta et lui-même m'a fait part de son indisponibilité. Les gens, nous avons tenu à installer la COJER, celle-ci a été installée et elle déroule parfaitement ses activités. Donc depuis lors, il n'y a aucun problème. Ok, donc au niveau de Bignona aussi, nous avons aussi constaté que actuellement, avec l'installation des hauts conseils de collectivités locales, déjà les élections sont prévues pour le 4 septembre prochain. Je dirais que d'ici dimanche, les listes seront au moins terminées, bouclées. Donc au niveau de Bignona, est-ce qu'on peut savoir exactement s'il y a eu l'unanimité sur la personne à choisir? Au niveau de Bignona, il faut noter qu'il n'y a pas eu d'unanimité. Il n'y a même pas eu de consensus en la matière. Puisque le ministre chef de cabinet du président Abdoulaye Badji s'est permis unilatéralement de venir avec une batterie de propositions personnelles, sans discussion aucune avec les responsables de structures, encore moins les ministres et autres directeurs. Il s'est permis, lui, de faire des propositions allant dans le sens d'instituer la candidature d'un des maires du département, notamment le maire de Oulampan-Lansana. Mais entre-temps, il y a eu la candidature de M. Abdoulaye Badji,
premier adjoint au maire de Koubala et porte-parole de la COJER départementale de Bignona. Au regard un peu du combat qu'a mené ce jeune, au regard même justement de l'absence de promotion en des postes de responsabilité des jeunes du département de Bignona, nous avions jugé nécessaire un peu de soutenir cette candidature parce que nous estimons quand même que les jeunes ont droit à occuper des postes de responsabilité, aussi bien électifs que nominatifs. Encore que le sieur Ablaye Badji présente aussi toutes les qualités pour occuper ce poste. L'engagement républicain, la discipline de parti et surtout le combat qui a mené le président de la République à l'accession à la souveraineté nationale. Et donc, de ce point de vue, il n'y a aucun critère sérieux qui a été en tout cas brandi pour écarter sa candidature. Nous, jeunesse républicaine, à travers la COJER, nous avons estimé d'apporter tout notre soutien à notre camarade Abdoulaye Badji parce que c'est quand même inadmissible que depuis 2012, que les jeunes soient laissés pour compte. Regardez dans toutes les autres localités du Sénégal. Chaque jour que Dieu fait, à chaque élection ou bien à chaque conseil des ministres, nous voyons des nominations. Mais dans notre cher Bignona, cela n'est pas le cas. Et quand il s'agit de distribuer les postes de responsabilité, mais les gens demandent aux jeunes d'attendre. Et quand il s'agit de se battre pour justement les élections, on demande aux jeunes d'aller au charbon. Nous avons l'impression finalement d'être sur deux extrémités. Soit on est au frigo, et si on sort du frigo, c'est pour aller, comment on l'appelle, au charbon. Mais les jeunes ne sont pas faits pour ça. Les jeunes sont faits non seulement pour se battre, n'est-ce pas, pour pacifier le parti, mais les jeunes aussi sont capables d'occuper et d'assumer des postes de responsabilité. Et nous prenons toutes nos responsabilités par rapport à cet état de fait. Nous allons soutenir la candidature de notre camarade Abdoulaye Badji, porte-parole de la COJER départementale de Bignona, et nous allons même battre campagne pour qu'il soit élu au soir du 4 septembre comme au conseil, pour que la flamme de la jeunesse puisse être maintenue. Sinon, je ne vois pas comment on pourrait encourager les jeunes du département à se battre pour la réélection du président de la République. Parce que depuis 2012, on essaie de nous battre. Depuis 2012. À chaque élection, les jeunes sont décisifs, justement, dans les victoires que le parti a eu à enregistrer dans la région ou bien dans le département. Donc pourquoi aujourd'hui, à l'heure des responsabilités, on demande à la jeunesse tout le temps d'attendre? Cet argument-là ne peut plus prospérer. Donc je tiens solennellement à le dire, la COJER départementale de Bignona se démarque de cette proposition faite par Abdoulaye Badji, le chef de cabinet du président, et soutient la candidature de son porte-parole Abdoulaye Badji, premier adjoint au maire de Koubala. Ça, c'est solennel et toutes les COJER des 19 communes du département de Bignona sont à pied d'œuvre pour justement faire en sorte qu'au soir du 4 septembre, que notre candidat puisse passer. Donc votre choix a été porté sur Abdoulaye Badji, le chargé de communication de la COJER de Bignona. Est-ce que ce dernier a même les critères pour diriger au moins pour aller au conseil des collectivités territoriales? À ce que je sache, le critère d'âge n'est pas un obstacle pour aller au conseil. Donc naturellement, il peut prétendre, comme tout Sénégalais, à être dans ce haut conseil. Mais être jeune n'est pas un handicap. Être jeune, plutôt, c'est un atout. Et aujourd'hui, en tant que premier adjoint au maire, impliqué dans la gestion locale, bien entendu, il aura aussi à faire part d'un certain nombre d'observations par rapport, n'est-ce pas, aux problèmes que la localité des Kalouna ou bien en Casamance, que les populations locales vivent. Et il faut rappeler aussi qu'Abdoulaye Badji est un universitaire. On a été à l'université avec lui, quand on était même dans le mouvement des élèves et étudiants républicains. On dit souvent que la valeur de l'homme n'attend pas le nombre d'années. Mais naturellement, il réunit tous les critères pour être membre du Haut Conseil des collectivités locales. Puisque dans les autres localités aussi, il y a des jeunes qui sont candidats. Pourquoi pas lui? Il n'y a aucun critère qui peut l'exclure. On aurait pu comprendre qu'il y ait un critère d'âge, mais dès l'instant que ce critère n'existe pas, il présente toutes les garanties nécessaires, aussi bien intellectuelles que politiques, pour occuper ce poste. Ok, parlant de l'APR au niveau de Bignona, est-ce qu'on peut savoir si vous avez reçu des financements pour ces élections? Bon, pour le moment, je n'ai pas eu vent d'un financement à cet effet.
mais naturellement, si le parti juge, estime qu'il faut justement financer, n'est-ce pas, ces élections-là, elle prendra les dispositions, n'est-ce pas, pour le faire. Mais en tout état de cause, nous attendons les recommandations du parti. Hier, il y a eu un secrétariat exécutif et nous attendons de voir les recommandations qui sont sorties de ce secrétariat. Mais il faut le dire, nous, notre candidat ne s'inscrit pas dans le parti. Donc, si le parti juge nécessaire ou bien estime qu'il faut nous écarter de ce processus, nous essaierons de trouver des moyens propres pour justement battre campagne à la faveur de notre candidat. Qu'allez-vous faire dans ce cas? Mais nous allons nous cotiser. C'est aussi simple que ça. Pour le soutenir. Nous allons nous cotiser pour le soutenir parce que le soutien, il n'est pas simplement oral. Le soutien, il est financier et matériel. Et nous ne ménagerons aucun effort pour que sa candidature puisse passer au soir du 4 septembre. Mais est-ce que vous avez aussi essayé de contacter Benoît Sambou, lui qui coordonne actuellement au niveau de la PR, au niveau national, parce que pour ces élections, c'est lui qui coordonne. Est-ce que vous avez fait une proposition au coordonnateur même pour régler cette question? L'ensemble des voies et moyens que le parti a mis en place pour justement trancher ou bien recevoir des réclamations ont été utilisés. Lors de la réunion, nous avions fait part de notre désaccord à Ablaye Badji en face et le camarade, le ministre personnel du président de la République, le camarade Benoît Sambou, a été lui-même informé par le concerné lui-même Ablaye Badji. Donc il est parfaitement au courant de la situation. Mais il faut savoir que le processus démocratique même de notre parti indique que c'est la base qui décide. Maintenant, si la base estime est en désaccord, forcément il va falloir choisir, et nous avons choisi et nous assumons toutes nos responsabilités par rapport à ça. Nous avons choisi notre camarade. Si le parti nous convoque pour des conciliations, nous sommes preneurs, autrement nous maintenons notre cap. Ok, donc nous allons aussi évoquer le cas de la COJER au niveau national, puisque Thérèse Faye, c'est elle la coordonnatrice de la Convention des jeunesses républicaines. Donc son mandat va arriver bientôt à terme. Est-ce qu'on peut s'attendre à un maintien du président de la République ou bien on peut s'attendre aussi à un nouveau candidat pour diriger la COJER? Oui, il faut que quand même les gens puissent, que les gens arrêtent un peu cette campagne d'intoxication ou de diabolisation, si on peut le dire ainsi. Il n'y a pas de terme qui a été fixé lorsque la coordonnatrice nationale était nommée par le président de la République. Le président de la République lui a confié la tâche de coordonner l'ensemble des jeunesses républicaines du parti à travers la COJER nationale. Et il n'y a pas de terme. Mais dans les statuts et règlements intérieurs du parti, il est indiqué que l'âge de la jeunesse, c'est 35 ans révolus. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'expression 35 ans révolus, c'est qu'il faut aller jusqu'à 36 ans. Jusqu'à 35 ans, vous êtes jeune. Et or, Thérèse vient d'avoir 35 ans. Donc la jurisprudence d'Abdoul Mbow... Abdoul Mbow avait 36 ans, 37 même. Alors que Thérèse n'a même pas encore 36 ans. Alors, quel est l'argument sérieux que les gens, ou même juridique, que les gens peuvent prendre pour dire oui, mais elle ne peut plus diriger les jeunes parce qu'elle a 35 ans. Ils sont combien dans la COJER à avoir 35 ans? Il reste toujours des jeunes. Soit les gens ne comprennent pas un peu l'expression juridique, ou bien 35 ans révolus, où les gens sont dans une mauvaise foi incontestée de vouloir mener une campagne de diabolisation et de déstabilisation de la coordonnatrice nationale. Mais elle reste dans les dispositions légales. Et même si elle avait atteint l'âge limite, mais il faut comprendre que dans ce parti aussi, c'est le président de la République qui nomme parfois dans les directions des structures. Nous avons constaté qu'Abdoul Mbow est resté pratiquement 2 à 3 ans après justement qu'il ait atteint l'âge révolu. Mais pourquoi pas aujourd'hui cette jurisprudence puisse s'appliquer à Thérèse? Si le président de la République estime aujourd'hui qu'il faille confier
la direction de la COSER à une autre personne, naturellement, il prendra les décisions à cet effet. Mais si le président de la République juge qu'elle doit pouvoir continuer cette mission, elle continuera cette mission. Il faut savoir que aussi Thérèse a une mission électorale, celle-là de faire en sorte que le parti puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale en 2017 et la réélection du président de la République en 2019. C'est ça notre mission principale. Le reste relève du pouvoir discrétionnaire du parti, du président de la République, et on lui laisse un peu cette tâche. Ok, mais évoquant aussi la situation au niveau national, c'est-à-dire l'actualité nationale, puisque nous allons bientôt vers les élections, il y a une question qui a été soulevée sur la double nationalité. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça et à la sortie de Benoît Sambou? Mais vous savez, la Constitution est claire. Pour être candidat aux élections présidentielles au Sénégal, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Mais le terme utilisé exclusivement, cela voudrait dire qu'il faut être uniquement de nationalité sénégalaise. Cette proposition-là, elle tire son inspiration de la Constitution. S'il faut l'affiner à travers le code électoral, mais bien entendu, c'est la proposition et le sens, n'est-ce pas, de la proposition faite par le camarade Benoît Sambou, qui est le représentant de la paix dans cette commission-là. Il n'y a pas de scandale, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Constitution, elle est là, la charte suprême placée au-dessus de toutes les normes. Elle indique qu'il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ce que les gens ne comprennent pas ce que cela veut dire le terme exclusivement de nationalité sénégalaise. Est-ce que ce n'est pas aussi pour au moins empêcher certains candidats au moins de se présenter comme Karim Wade et là aussi Abdoul Mbaye aussi? Vous pensez que Abdoul Mbaye est un concurrent sérieux du président de la République en 2019? Qu'est-ce qui vous pousse à dire que c'est pas... Oui, mais vous savez, au Sénégal, il faut quand même connaître les réalités sénégalaises. Et si aujourd'hui Abdoul Mbaye est devenu, malgré lui, une personnalité médiatique, je ne parle pas d'une personnalité politique, une personnalité médiatique, il le doit au président de la République qui a eu à le nommer comme Premier ministre. Mais estimer que voilà, votre mission est finie, qu'il faille vous retrouver dans l'opposition politique, critiquer les projets et programmes que vous aviez hier portés en tant que, comment on l'appelle, chef du gouvernement, cela n'engage que vous, mais cela ne fait pas de vous une personnalité politique. Abdoul Mbaye est plutôt une personnalité médiatique. Quant à Karim Wade, nous savons tous qu'il a été condamné à une peine de 6 ans. Et la loi électorale est claire dans ce sens. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter pour ça. Encore que s'il fallait qu'il se présente, il se présentera et nous verrons bien en 2019. Donc, vous êtes prêt à affronter Karim Wade en 2019? Oui, mais même s'ils étaient demain les élections, nous sommes prêts. L'APR, quand même, est un parti qui a eu à remporter l'ensemble des élections qui se sont présentées depuis 2012. Nous avons remporté les élections présidentielles, nous avons remporté les élections législatives avec le Benno Bokk Yakaar, nous avons gagné le référendum avec le Benno Bokk Yakaar et même les autres alliés du président de la République. Et naturellement, nous allons aussi gagner les élections de 2019. Ça, 2017 et 2019, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et même les réalisations du président de la République peuvent le réélire. Donc, Karim Wade ou Abdoul Mbaye et autres, ils peuvent se constituer, déclarer leur candidature ou déposer leur candidature. Et ça, c'est le Conseil constitutionnel qui va apprécier. Mais dès l'instant que leur candidature sera validée, il n'y a pas de problème. Sur le terrain politique, nous verrons bien où se situe le rapport de force. Ok, votre parti aussi s'est renouvelé, donc s'est renforcé du moins avec des transhumants et que vous avez décrié aussi parce que vous vous êtes dit que vous n'êtes pas d'accord sur la transhumance. Tout récemment, il y a Sitor Ndour qui a été aussi nommé par le président de la République et vous avez décrié. Pourquoi cela? Mais vous savez, nous ne sommes pas contre le renforcement du parti. Un parti au pouvoir a besoin de se renforcer et de se massifier. Quand on parle de massification, donc il faut aller puiser dans les rangs parfois de l'opposition, dans les rangs en tout cas des personnalités de la société civile ou autres. Mais cela dit, nous pensons et nous estimons que jusqu'à présent, la paire n'est pas assez bien servie dans le partage des responsabilités. Le président de la République est beaucoup trop généreux, en tout cas
pour les alliés que pour les membres de son propre parti. Doit quand même renforcer les membres de son parti. Il y a d'éminentes personnalités, d'éminents cadres de ce parti, jeunes ou autres, qui peuvent valablement occuper des postes de responsabilité. Que Sitor Ndour, hier, qui avait estimé que le président de la République n'est pas fatiguant, alors qu'il était maire de Fatick, que Sitor Ndour, qui avait combattu le président de la République, pour Sitor Ndour, qui avait lui-même interpellé, vous journalistes, que le jour que vous le verrez retourner chez Macky, ben écoutez, vous n'avez qu'à lui servir tout l'eau qui a été utilisée par les Sérères, il allait le boire. Aujourd'hui, soit promis à cette station-là. Nous pensons que c'est injuste à l'égard des membres de l'APR, à l'égard même des membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il peut, comment on l'appelle, soutenir le président de la République, mais nous pensons que s'il faut arriver à donner des postes de responsabilité, ben, il faut donner aussi la primeur aux gens qui se sont battus, qui ont cru au président de la République dès les premières heures. Donc vous n'êtes pas pour sa nomination? Moi, je suis totalement opposé à cela. Je pense que je l'ai fait savoir en public. Vous l'avez lu, même vous, et d'autres Sénégalais aussi l'ont lu. J'estime que cette nomination est, ma foi, une forme de désaveu à l'endroit des membres du parti. Et pour terminer, je vais vous poser une question, puisque le président a pris la mesure, au moins, je dirais, est-ce que ce n'est pas une peur d'être laminé lors de ces élections? C'est pour cela, donc, au niveau de Ziguinchor, puisque Abdoulaye Baldé est là-bas et bien assise, aussi Dakar aussi, avec Tahaou Dakar, Khalifa Sall, c'est bien assise aussi. Est-ce que ce n'est pas une fuite? Bon, vous savez, parfois, c'est une attitude responsable et sensée. Vous avez tous noté les résultats des dernières élections ici à Dakar. C'est la coalition Tahaou Dakar qui a remporté pratiquement toutes les communes, à l'exception de la commune de Yoff. À Ziguinchor aussi, c'est pareil dans le département. Alors, si aujourd'hui nous arrivons doucement à cette élection-là où c'est les conseillers qui votent, faites un peu l'analyse, vous savez que si la coalition Tahaou Dakar, n'est-ce pas, décide d'aller aux élections en rang serré, et ce qui est le cas pour le moment, l'APR n'a aucune chance. Si vous êtes sûr d'avoir aucune chance, pourquoi embellir la galerie par des candidatures qui, à coup sûr, risquent de recevoir une raclée? Ce n'est pas sensé. Donc, dans ce cas, on peut dire que l'APR a abdiqué? Oui, sur ce plan, on peut le dire ainsi. Mais c'est une attitude responsable. C'est une attitude responsable du président de la République. Maintenant, dans les autres localités, ce n'est pas le cas. Donc, bien après, on verra bien que la coalition Benno Bokk Yakaar ne présente pas sa candidature dans la région de Dakar, ou bien dans le département de Dakar, il faut le dire, dans le département de Dakar. Et dans le département de Ziguinchor, ne change en rien sur le fait que l'APR est majoritaire au Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas Dakar et Ziguinchor seulement. Voilà, donc, merci beaucoup, M. Saleh. Nous arrivons au terme de notre émission. Donc, quel est votre dernier mot? C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers votre station, en tout cas audiovisuelle, je peux le dire ainsi. Ce que je peux dire, en tout cas pour conclure, c'est de remercier encore une fois de plus le président de la République et d'encourager le gouvernement. Rappeler aussi à la jeunesse républicaine que le combat continue, donc que les jeunes sont aptes à occuper des stations de responsabilité et qu'il ne faille pas baisser les bras. Il faut toujours continuer à se battre parce que c'est à force de se battre que le président de la République, notre leader, est arrivé aujourd'hui à la magistrature suprême. Donc nous savons tous que c'est le travail qui paye, c'est le travail paye, et le travail politique c'est le terrain. Donc à occuper le terrain, à continuer le cap de la massification et de l'animation du parti. Et voilà, merci beaucoup, M. Saleh. C'est moi qui vous remercie.